Bonsoir à tous, bienvenue à Besançon. On est ici au cœur de la vieille ville, sur cette place de la Révolution méconnaissable, transformée pour vous faire vivre un très bel anniversaire. Il y a 10 ans, jour pour jour, les fortifications Vauban faisaient leur entrée à l'UNESCO. C'est donc un moment de fête qu'on vous propose de vivre dans cette émission, la grande fête du patrimoine mondial. On a soufflé les bougies, on a sorti le gâteau, 1500 parts sont en train d'être distribuées gratuitement, mais on n'est pas là pour parler gastronomie. Il va y avoir du spectacle, un très beau son et lumière en fin d'émission. Il y aura de la musique. Il y a Philippe Prost, grand architecte, qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous. Il nous servira un peu de fil rouge durant cette émission. On va parler bien sûr histoire et patrimoine avec Lucie Thierry. Regardez, elle se dirige vers la citadelle à bord de son petit train. On la retrouve dans quelques instants et en attendant qu'elle arrive, eh bien, je vous propose un petit retour 10 ans en arrière. Même lieu, même fête. Regardez. 7 juillet 2008, la nouvelle tombe en provenance de Québec. Le réseau des sites Vauban décroche son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Besançon, la population salue l'événement lors d'un rassemblement festif. Cette inscription est le fruit d'un long chemin semé d'embûches. Il aura fallu 4 ans pour convaincre et choisir parmi 160 sites européens. Pour la première fois, l'institution labellise un réseau fort de 12 fortifications. Besançon, mais aussi Arras, Briançon ou Neuf-Brisac. 12 sites qui ont été jugés les plus authentiques et les plus représentatifs de l'œuvre Vauban et qui collent à la définition de patrimoine mondial, un patrimoine d'une valeur universelle, exceptionnelle. Voilà, un patrimoine d'une valeur universelle exceptionnelle. C'est pas vous, Philippe, qui allez me dire le contraire? Non, assurément non. Ce qui fait la force de ces réseaux Vauban, on vient de le voir, c'est que ce n'est pas seulement un site qui a été inscrit à l'UNESCO, ce sont 12 sites inscrits. Et je crois que c'est ce qui fait la valeur de ce classement au patrimoine mondial. C'est-à-dire que c'est les 12 sites qui permettent de rendre compte de l'œuvre de Vauban pendant toute sa carrière sur des sites de côte, l'Atlantique, la Manche, sur des sites de montagne, les Pyrénées, les Alpes, sur des sites de plaine, la plaine d'Alsace, la plaine de Flandre. Et donc toute la diversité aussi typologique, c'est-à-dire une simple tour, une ville neuve fortifiée, une place forte de montagne comme Briançon, une ville dans la plaine d'Alsace comme Neuf-Brisac ou une ville et une citadelle comme Besançon tout simplement dans un méandre du Doubs. On va en reparler tout à l'heure de la citadelle, mais d'abord je voudrais qu'on comprenne qui est Vauban. Alors on en a tous forcément un jour ou l'autre entendu parler de lui, surtout ici en Bourgogne-Franche-Comté puisqu'il est né dans le Morvan. Qui est Vauban ? Vauban, c'est un personnage très particulier parce que c'est un personnage qui va obtenir l'oreille du roi très jeune, qui va être repéré comme le meilleur ingénieur de toute sa génération et qui va se voir confier une mission qui est de fortifier les frontières du royaume. Et il va disposer pour cela d'un corps d'ingénieurs et de soldats qui vont l'accompagner dans cette œuvre qui va développer pendant plusieurs décennies, des années 1667 jusqu'à sa mort en 1707, c'est-à-dire pendant 40 ans. Parmi cette œuvre foisonnante, c'est quoi peut-être votre coup de cœur à vous ? Ah, mon coup de cœur, il y en a beaucoup des coups de cœur parce que c'est une œuvre exceptionnelle, mais je dirais que la citadelle de Besançon est un site exceptionnel. Vous ne pouvez pas évidemment nous faire plus plaisir. Justement, nous aussi, Bisontins, bien sûr, pour nous, c'est la plus belle œuvre de Vauban. Et on va justement se diriger vers la citadelle pour retrouver Lucie Thierry. Je crois que vous êtes enfin arrivée, Lucie. Nous voilà devant le Front Royal à la citadelle qui ouvre ses portes gratuitement ce week-end aux visiteurs. Et justement, on va rejoindre un groupe de visiteurs. Bonsoir Chantal. Bonjour. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous amène ici ? Bien, la beauté du site et puis notre ami Vauban tout de même, parce que en tant que passionnée du personnage, j'ai aujourd'hui amené mon mari et ma famille qui étaient de passage dans la région, originaire du Limousin pour ma sœur et mon beau-frère, et puis mon fils qui lui habite Lons-le-Saunier depuis quelque temps. Vous êtes comblé par ce cas? Toujours, oui. À chaque fois que l'on vient, on est vraiment comblé par le site, par l'œuvre de notre fameux personnage qui est donc Vauban. Alors justement, Christine, Vauban, il a façonné, il a fortifié ce site, il l'a rendu imprenable et on le voit à l'épaisseur et à la hauteur de ses murs. Oui, ici on est en fait sur le bastion occidental et donc la grande innovation au XVIIe siècle, ça va être la fortification bastonnée que l'on voit tout autour de nous, héritée des ingénieurs italiens qui l'ont inventée au XVe siècle. On l'a importé ici en France. Au XVe, XVIe siècle, on fait les améliorations, on passe par les ingénieurs hollandais. Et avec Vauban, on va véritablement systématiser ce bastion.
Le bastion, c'est quelque chose qui va venir remplacer la tour médiévale et qui va être de forme polygonale avec deux flancs et deux faces face à l'agresseur, face à l'ennemi, avec une gorge qui rattache en fait le bastion à la citadelle. Vauban va aussi se servir du site naturel qu'est le mont de la citadelle. Tout à fait. Donc ici, on n'a pas la forme, on pourrait dire, habituelle de l'étoile, mais on va avoir les murs, les remparts qui vont épouser la forme du rocher de l'anticlinal. Et donc, on a une forme plus ou moins rectangulaire, concave, avec ces bastions qui sont en réalité des semi-bastions, puisqu'on n'avait pas en fait la largeur nécessaire pour construire de véritables bastions. Merci. Et on va quitter les pierres pour retrouver les cartons, direction la place de la Révolution. C'est vraiment important d'être ensemble. On va y aller doucement. La structure commence à être lourde, elle a bougé un petit peu. Alors on va y aller doucement et ensemble à 3 pour faire la plus belle levée qu'on ait jamais vue. Ok? Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Allez, on lève, pousse, allez, on lève, voilà, super. Allez, on glisse les pièces, on glisse. Carton plein ici, place de la Révolution. Regardez un peu cette œuvre improbable. Elle est réalisée entièrement en carton. C'est la réplique d'un arc de triomphe, celui du pont battant de Besançon. Il avait été détruit au XVIIIe siècle. Et le voilà qui reprend vie tout doucement sous nos yeux. Regardez, il est en train de s'élever dans les airs. Les passants qui sont venus participer à sa construction sont en train de le soulever à bout de bras. C'est assez impressionnant quand on se trouve juste à côté. L'œuvre est signée Olivier Grossetête. C'est un plasticien connu dans le monde entier justement pour ce genre de création. On va demander justement à ces maçons d'un jour pourquoi ils sont venus ici. Bonjour madame, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ophélie. Ophélie, pourquoi tu es venue ici? On m'a dit qu'il y avait une grosse tour en carton qui se construisait et puis j'ai dit j'y vais quoi. Rassure-moi, est-ce que c'est solide? Oui, c'est vide. C'est vide, ça va alors, ça pèse à peu près 1,5 tonne, c'est vraiment hallucinant. Le chef bâtisseur qui est en train de coordonner tout ça se trouve pas loin d'ici, mais je crois que je l'ai perdu, tant pis, on va aller demander à l'autre. Madame, bonjour, vous êtes là depuis ce matin? Oui. Pas trop fatigué? Si. Ça consiste en quoi en fait, d'ériger cette arche? Ça consiste à simplement à reconstituer une arche et on met des cartons, on superpose et après le carton devient de plus en plus l'arche monte de la tête aux pieds, comme on appelle ça. Fantastique, elle est là, je l'ai retrouvée. Lionel Pudu, bonjour, je vous interromps 2 secondes. Pas trop stressé là quand ça se soulève comme ça? Non, ça va. C'est pas encore le pire. Rassurez-moi, c'est solide. Ouais, non, c'est très solide. Puis en plus, le carton, c'est pas traître. Si ça vient à tomber, ça va doucement, vraiment doucement. Le principe, c'est que c'est une œuvre participative. L'art aujourd'hui, il ne faut plus le faire tout seul dans son coin. L'union fait la force, en gros. Exactement ça. Ensemble, on peut changer les choses. Ensemble, on peut construire. Avec du papier, du carton, du scotch, on peut montrer qu'ensemble, en s'amusant, on peut faire les choses, on peut changer les choses. Alors l'autre grand principe de cette œuvre, c'est que cet éphémère, ça va être détruit. Pourquoi détruire ce carton? Est-ce qu'il y a un message politique derrière? Il peut y avoir un message politique, c'est à chacun de le voir. Moi, ça me plaît de le dire et ça me plaît de le faire. Ensemble, on peut construire, mais ensemble, on peut détruire. Après, il y a aussi une notion de... C'est un peu comme un Lego, comme un Playmobil. Quand on est minot, on joue, on a construit son petit truc, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On casse pour reconstruire autre chose. L'histoire, c'est vraiment ça. On casse pour aller vers ailleurs, pour renaître. C'est un peu l'idée. Très bien, eh bien, le plaisir de détruire, merci beaucoup Lionel, le plaisir de détruire, eh bien, lui en tout cas avait le plaisir de construire. Je veux bien sûr parler de Vauban, regardez. Nous voilà maintenant sur le méandre du Doubs. Au fil de l'eau, on va pouvoir se rendre compte à quel point Vauban a marqué la ville de son empreinte. Et on vous retrouve Philippe Prost. D'abord derrière nous, on voit cette citadelle ses remparts. On voit très bien surtout le rapport que Vauban a réussi à créer avec la géologie, c'est-à-dire le relief dont on voit le plissement et comment il a installé de manière très horizontale sur ce relief
sa citadelle avec un système de fortification qui joue de la nature qu'il trouve présente et de l'art, de l'artificiel, c'est-à-dire de son architecture. Et on tourne la tête et on va passer devant des tours bastionnées. Ces tours bastionnées, elles ont quoi de particulier? Elles font partie de ce système défensif global? Oui, alors elles ont quelque chose de très particulier, c'est qu'elles montrent le pragmatisme de Vauban. Vous savez, dans le système bastionné, ce qui compte, c'est de pouvoir croiser les tirs et que tout l'espace vu puisse être défendu. Le bastion, c'est l'idée qu'on travaille les fortifications horizontales. Et Vauban, comme ici, il est dominé par des hauteurs, il décide de construire des bastions, mais sous forme de tours, ce qui est une sorte de retour à une architecture qui était l'architecture médiévale qui procédait avec des systèmes de fortification verticale. C'est très important de comprendre cela parce que Vauban est quelqu'un qui n'a pas de système, c'est quelqu'un qui invente, qui travaille avec le site qu'il trouve préexistant et qui travaille aussi avec les fortifications préexistantes. Ici, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais il joue de l'archaïsme et de la modernité. Il joue du système médiéval qui travaille avec des tours, avec le système bastionné qui est le système à la moderne, c'est-à-dire avec un plan pentagonal. Et c'est vraiment ici qu'il commence à ériger ces tours à Besançon. Pourquoi à cette époque sous Louis XIV Eh bien parce que ici, vous le voyez dans la situation géographique où on se trouve, vous voyez qu'ici on est plat, que tout de suite ça remonte et il veut être en capacité de pouvoir défendre et attaquer, tirer sur la rive d'en face et ne pas être bombardé par ceux qui sont de l'autre côté. Donc plus tard d'ailleurs, on va construire d'autres fortifications sur les hauteurs, mais dans un premier temps, Vauban met en place un système cohérent et continu avec la citadelle qui se trouve derrière nous, l'enceinte urbaine qui fait tout le tour de la ville et qui est ponctuée de ces tours bastionnées de manière à résister à des tirs et à pouvoir s'opposer à l'adversaire qui pourrait être sur les hauteurs. Toujours dans la continuité. Et le seul avantage que trouvait Vauban à Besançon, c'est le Doubs où nous sommes justement. Oui, et c'était le principe même, mais qui là est bien antérieur à lui, puisque déjà à l'époque gauloise, la ville s'installe dans ce méandre parce qu'il y a une défense naturelle qui est formée par la rivière. Donc cette rivière, elle est évidemment la première chose que donne la nature pour permettre de défendre le site. Alors justement, on va retrouver ces tours, mais de l'intérieur tout à l'heure. Nous, on va profiter encore un petit peu de la balade. C'est la seule tour qui est en fait... Je ne sais pas si l'ambiance résonne jusqu'aux portes bastionnées de Chamard. En tout cas, ça s'est sacrément réchauffé ici sur la place de la Révolution de Besançon à l'occasion des 10 ans de l'inscription à l'UNESCO du patrimoine Vauban. On est ici devant un concert exceptionnel de la chanteuse Echo qu'on a connue demi-finaliste dans The Voice. Regardez, il y a beaucoup de monde autour de moi, je suis au milieu de la foule. On va demander aux gens ce qu'ils en pensent. Monsieur, bonjour, comment vous appelez? Kevin. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concert? C'est une amie que je vous ai fait découvrir. J'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube, c'était sympa, donc elle est venue. Quoi. Ça paraît incroyable quand même parce qu'elle n'a que 16 ans et elle a quand même une expérience assez hallucinante sur scène. C'est ça. Elle a que 16 ans, ouais. Ça y est pas? Bah je savais pas alors. Ouais c'est bien, c'est bien qu'on mette en avant des jeunes groupes comme ça à Besançon, un groupe byzantin, donc c'est cool, ouais. Parce que Echo, justement, c'est un peu l'égérie des Byzantines et des Francs-Comtois et des Bourguignons et des Français et de la terre entière. Elle n'a que 16 ans et elle joue ce soir avec les Neptune Quartet. La meilleure chose, c'est de les écouter. On écoute. J'ai vu danser des ombres par milliers, elles étaient là pour moi, je ne savais pas pourquoi. Elle me disait, mon enfant, la vie est comme l'océan, il est facile de s'y noyer quand on ne sait pas nager. Bougez pas trop là, vous aimez pas?
savais pas pourquoi. Je lui disais, mon garçon, la vie est un marathon. Il y a ceux qui surpassent, ceux qui trépassent. Alors j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je n'ai pas réfléchi, je me suis enfuie. Alors j'ai couru aussi vite que j'ai pu, aussi vite que j'ai pu. Je t'aimerais, même La ville de Besançon a investi et continue d'investir dans Vauban, comme ici, à la Tour de la Pelote. Elle a été ravagée par un incendie en 2013. Il a fallu totalement la restaurer et ça a coûté plus d'1 million d'euros à la collectivité. Alors peut-être le plus gros travail, Marie-Laure Bassy, a été de restaurer cette charpente exceptionnelle. Oui, cette charpente exceptionnelle, puisque celle qui a brûlé était celle du XVIIe siècle, de l'époque de Vauban. Donc il s'agissait de la refaire à l'identique, avec des savoir-faire traditionnels, et essayer de retrouver cette charpente la plus proche possible de l'existante, de celle qui avait disparu. Il faut dire qu'ici, il n'y a aucun clou. Aucun clou. Il y a environ 850 pièces de bois, aucun élément métallique, pas de clous, pas d'éléments qu'on pourrait trouver dans nos charpentes actuelles, et que des assemblages de bois, comme ça se faisait d'ailleurs à l'époque de Vauban. Alors, il faut dire que cette tour, elle existait avant Vauban. C'était une tour du XVe siècle. Oui, cette tour appartenait aux défenses de la ville de la fin du XVe siècle. Elle protégeait avec une enceinte et d'autres tours tout le quartier battant. Et quand Vauban réaménage toutes les fortifications, il se réapproprie cette tour, il la récupère et il la modifie par petites touches pour qu'elle corresponde aux besoins de l'époque. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut la visiter même de l'extérieur. Voilà, on ne peut pas la visiter avec beaucoup de personnes puisqu'il y a des problèmes d'accessibilité, mais en revanche, il y a une application numérique qui a été mise en place il y a quelques jours. Et le visiteur vient devant la tour, se connecte au Wi-Fi dédié Tour de la Pelote et il va pouvoir visiter tous les niveaux de la tour, virtuellement, les tunnels, voilà. Comme s'il l'était. Alors, on va pousser ces murs, on va sortir pour aller maintenant en direction Place de la Révolution et voir ce tant attendu son et lumière. Vauban, génie dans l'art de faire tomber les défenses des villes assiégées, rêve de construire des forteresses imprenables. Sur des papiers jaunis par l'humidité des champs de bataille, des villes étoiles naissent sous sa plume. Dans ses cahiers, des demi-lunes surgissent du sol. Des tours et des remparts s'élancent vers le ciel. Des pierres s'unissent et s'assemblent, s'élèvent et s'envolent. Alors se dessinent des places fortes, des citadelles et des villes nouvelles imposantes, puissantes, majestueuses. Franche-Comté, Alpes, Roussillon, Pyrénées, Côte Atlantique, Bretagne, Normandie, Artois, Flandre, Lorraine, Alsace, Rhénanie. La marque de Vauban, ingénieur et architecte militaire, s'affiche partout.
Alors voilà pour cet extrait forcément partiel, parcellaire. C'est pas facile, Philippe, de résumer la vie de Vauban en quelques minutes. Non, certes, ça n'est pas facile parce que c'est un homme qui a une vie énorme, qui se déplace sans cesse, qui pendant plus de 40 ans va sillonner la France et a des activités de très diverses. Aujourd'hui, il pourrait être à la fois un ingénieur, un architecte, un urbaniste, un paysagiste, un économiste, un politique, un théoricien, donc c'est quelqu'un qui a une activité immense. Et un humaniste, on a dit de lui qu'il a fait ses constructions pour épargner la vie de ses hommes, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il cherche à économiser la vie de ses hommes, d'abord parce qu'il sait que former un bon soldat, ça prend 10 ans, et pour cela, il théorise l'art du siège. Mais on pourrait aussi citer l'épisode de la révocation de l'édit de Nantes, où il est une des seules personnes qui dit au roi de France que c'est une erreur terrible que de révoquer l'édit de Nantes. On dit de lui aussi qu'une ville qui l'assiège est forcément perdue et qu'une ville défendue par lui est imprenable. C'est vrai également, puisque les 48 sièges qu'il mène sont des sièges victorieux. Par contre, aucune ville n'est imprenable et il le répète souvent. Par contre, il peut donner du temps à la diplomatie, retarder le moment de la prise de la place forte. Alors, vous êtes architecte, vous avez participé à la rénovation, si je puis dire, de la citadelle d'Arras. Est-ce que Vauban, encore de nos jours, exerce une influence en architecture ou bien c'est un homme qui appartient à son siècle, au passé, et c'est terminé? Oui, pour moi, il a une influence énorme, d'abord dans mon travail, mais aussi plus généralement, parce que c'est un des premiers à réfléchir à l'économie des ressources naturelles. La pénurie, la recherche de recueillir l'eau de pluie, de la stocker, de la filtrer, de pouvoir la rendre consommable, la recherche de l'économie des moyens pour la construction. Il cherche toujours à rationaliser la construction pour dépenser moins d'argent et pour construire des architectures pérennes. Et je crois qu'on a devant nous le témoignage de ces architectures pérennes, puisqu'elles sont toujours debout plusieurs siècles plus tard. C'est vrai. Je vais peut-être, pour terminer, vous poser une colle. Si vous deviez résumer Vauban en 3 mots, ce serait quoi, ces 3 mots? Alors, je dirais l'intelligence du contexte, j'ai déjà dit 2 mots peut-être. Ça fait déjà 3. Ah, ça fait... Je vous en autorise d'autres. Non, l'intelligence qui le caractérise, l'humanité, sans doute, et puis la vérité. Il a cette ambition de vérité qui est très forte pour son époque. Eh bien, ce seront les 3 mots et un peu plus de la fin. Merci beaucoup, Philippe Ross, d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés durant cette émission consacrée donc aux 10 ans de l'inscription à l'UNESCO des fortifications Vauban. Merci à vous. Merci évidemment à tous infiniment pour votre fidélité sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Merci à toutes les équipes techniques sans qui rien ne serait possible. Merci à Isabelle Brunarius pour tous ses conseils, pour ses connaissances encyclopédiques. Merci à vous, merci Thierry de m'avoir supporté pendant tout ce temps et je vous laisse le mot de la fin. Merci Adrien Gavadi et on se quitte sur ces images, les images de ce magnifique son et lumière Vauban, la paix des étoiles qui a été projeté en simultané à Neuvrézac et Briançon et qui sera disponible en intégralité sur notre site internet, notre page Facebook et YouTube, tout comme cette émission. Il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée. Citadelles et places fortes, canaux, plaines inondables et batteries. Nul homme n'a davantage que lui marqué le sol de sa patrie.